Donc, je veux simplement rajouter par rapport à la présentation que je suis bénévole et j'ai toujours été bénévole dans ma vie militante. Donc, effectivement, j'ai rejoint le mouvement citoyen du monde après avoir entendu Jean Rostand, parce que j'avais 20 ans en 1968 et que j'ai vécu ces événements avec appétit. Et ensuite, j'ai adhéré au mouvement de la paix vers 28 ans. En fait, dans ma ville, à Rennes, un jour, un groupe de jeunes étudiants qui, à l'époque, se battaient pour la paix au Liban, distribuait un tract où j'ai vu le montant des crédits consacrés, les montants des dépenses militaires au niveau mondial. Et j'avoue que j'ai été complètement scotché et estomaqué par le montant. Et j'ai dit, bon, personne dans mes 8 ans déjà de militantisme, puisque 68 avait été une éclosion, j'ai jamais entendu parler de ça. Et donc j'ai décidé d'adhérer au mouvement de la paix et je n'ai cessé depuis. Alors donc je suis en Bretagne, une de mes responsabilités principales est d'organiser les mobilisations autour de la base de sous-marins nucléaires de l'île Longue, qui est le lieu où se stockent à peu près 80-90% des armes nucléaires françaises, autour des 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de l'ordre de 300 à 350 bombes atomiques, qui représentent 4-5 000 fois la puissance d'Hiroshima. Alors voilà. Donc je suis un homme d'action, beaucoup, hein. Bon, voilà, dans l'action, ce qui fait que même pour aujourd'hui, j'ai à peine le temps de préparer les conférences parce que il y avait le 21 septembre, il y avait le 19 septembre, il y a eu des conférences internationales avec des amis étrangers, donc voilà. Et puis c'est très difficile dans la situation du Covid aujourd'hui, il y a un certain, c'est pas du relâchement, mais une certaine crainte, une certaine difficulté à mobiliser les gens, à sortir, mais bon. Le titre de la conférence était, j'ai vu, le bonheur facteur de paix. Alors c'est vrai que, a priori, on a tendance à dire, ben non, il se trompe, c'est la paix qui amène le bonheur. Et je crois que, justement, c'est très intéressant. On l'a eu dans notre comité. Tiens, tu vas à cette conférence. Et oui, je pense que le titre est bon. Il est bon d'autant que le mouvement de la paix est né en 1949 et pour ceux qui connaissent l'épisode, c'est beaucoup d'anciens résistants, j'y reviens là-dessus, qui ont créé le mouvement de la paix à cette période qu'on appelait les jours heureux, justement. Et je pense que quelque part, il y a un lien, c'est-à-dire que le mouvement de la paix, c'est créé après des gens qui avaient vécu des choses horribles, mais qui étaient dans le bonheur de créer quelque chose. Donc je crois que le bonheur, la recherche du bien-être, qui est ici partout présente, est un facteur effectivement de mobilisation pour un monde meilleur, plus juste pour soi et pour les autres. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Et récemment, avant que je sache que je venais ici, on a écrit un texte sur le Covid avec une dizaine d'associations pacifistes qui était intitulé « Nous avons le droit au bonheur et au bien-être ». Et en fait, c'était une lettre ouverte au gouvernement parce que nous nous étonnions qu'en cette période de Covid, où il n'y avait pas l'argent pour avoir des masques, pour avoir des tests, dans la Bretagne, là-haut, à la pointe de Pinmar, le gouvernement testait de nouveaux tests nucléaires à raison de 150 millions d'euros, le missile testé à Pinmar, ce qui nous a fait retourner, manifester en plein Covid pour dire non, c'est pas possible. C'est vraiment un scandale et presque une provocation alors qu'on n'a pas d'argent pour la santé, de faire ces essais nucléaires. Alors c'est une volonté délibérée, j'y reviendrai là-dessus. Alors, je vais vous demander un peu d'attention, je vais essayer de dérouler tout le projet qui est le nôtre. Je commencerai un peu par présenter le mouvement de la paix, avec, surtout dans l'action, comme je dis, je suis dans l'action, je ne suis pas en train de faire des conférences partout, bien qu'on y aille, hein, mais aussi dans l'action. Ensuite, le mouvement de la paix, ensuite les enjeux, quels sont les enjeux de la période actuelle? J'essaierai de voir quelques-uns des enjeux avec des chiffres, ou c'est de s'interroger. Mais donc une situation qui est difficile, qui est dangereuse, qui est complexe. Et comment on fait, nous, les citoyens? Est-ce qu'on se sent capable d'eux, ou est-ce qu'on est complètement dépassé par les événements? La paix, c'est quelque chose qu'on voudrait bien, mais c'est les grands de ce monde qui la décident. Ou est-ce que nous sommes capables d'intervenir efficacement? Et dans ce cas-là, il faut des outils. Donc on essaiera ensemble de voir quels sont les outils, quels sont les résultats que nous avons déjà obtenus.
Et une fois qu'on en a vu la situation mondiale, les outils, on s'attardera un tout petit peu sur le cas de la France, parce que c'est quand même le pays où on vit, même si on a une vision mondiale et globalisée de la paix, il faut s'intéresser à notre pays. Et lorsqu'on aura vu la situation de la France, eh bien, j'aborderai quelques orientations, comment structurer et quelques objectifs stratégiques. Et enfin, la dernière partie, ce sera comment on travaille ensemble pour avancer dans la paix. J'essaierai de nourrir mes interventions, si ça marche, avec des vidéos pour que ce ne soit pas trop rébarbatif et que je parle pendant 1h30. Et puis j'ai retrouvé des vidéos où j'ai été interviewé et je pense que ce n'était pas si mal, donc je les partagerai. Voilà. Donc j'ai intitulé la paix est possible. Oui, la paix est possible. Alors, et nous, le dernier congrès du mouvement de la paix, on a intitulé le congrès, on a une grande banderole, pour l'avenir de l'humanité, il n'y a d'autre chemin que la paix. J'ai remarqué que d'autres qui ont pensé sur la paix ont dit la paix c'est le chemin. La paix aussi c'est le chemin, c'est la lutte pour. Alors, le mouvement de la paix, en fait, il est né en 1949. Il est issu de la résistance, par d'anciens résistants qui commençaient déjà en 1949 avec la montée de la guerre froide à s'inquiéter un petit peu. Il y a eu donc la double émotion ou triple émotion. Il y avait l'Holocauste, bien sûr, les camps, l'Holocauste, la deuxième guerre mondiale avec des millions de morts, et puis la bombe atomique d'Hiroshima qui changeait complètement quand même la façon de voir le monde, avec cet éditorial de Albert Camus dans Combat, qui est un des seuls à avoir vraiment pas glorifié la bombe, mais signalé qu'on partait dans un autre monde très, très dangereux. Et ce sont ces gens-là qui ont créé le mouvement de la paix, qui l'ont porté sur les fonds baptismaux. Et moi, j'ai coutume de dire qu'il a été porté par 5 courants de pensée. Alors, 5, qui sont-ils? Les marxistes à l'époque, oui. Les marxistes étaient beaucoup plus forts. Les communistes étaient très forts en France. Ils avaient participé de manière importante à la résistance. C'est un des pieds du mouvement de la paix. Le deuxième, c'est le monde catholique, avec le journal que vous connaissez bien, Témoignages chrétiens, dont le rédacteur en chef, Montaron, nous a accompagnés longtemps. Et ensuite, l'Église protestante. Pas l'Église, on ne dit pas Église, c'est pas les protestants, le terme est malvenu, vous voyez. Ici, les protestants, avec en particulier les gens qui travaillent dans la radio protestante. Moi, quand j'ai commencé à militer au mouvement de la paix, le responsable de la radio protestante était secrétaire national du mouvement de la paix. Et ensuite, bien sûr, tout ce qu'on appelle les libres penseurs. Ceux qui ont porté le mouvement de la paix sur les fonds baptismaux s'appelaient aussi Camus, Sartre, Beauvoir, Gide, Montand, etc. Et donc, ce sont ces gens-là. Et le cinquième, bien, c'est l'opinion publique. C'est l'opinion publique que je mets dans un courant de pensée divers, c'est peut-être pas le bon terme, c'est enfin en tout cas une présence qui portait l'aspiration, plus jamais ça, plus jamais la guerre, plus jamais la bombe, non au fascisme. Et donc le mouvement de la paix s'est construit là-dessus. Et très tôt, tout de suite, eh bien, les gens qui ont construit le mouvement de la paix se sont confrontés à un premier problème rapidement, c'était la guerre en Indochine. Et donc, je vois dans la salle quelques personnes qui connaissent des gens qui avaient eu des responsabilités, par exemple, dans le mouvement de résistance, qui avaient été reclassés dans l'armée en tant qu'officiers ou sous-officiers, et qui se retrouvent à devoir aller faire la guerre en Indochine et qui disent non. Et qui participent à la création du mouvement de la paix. Donc, c'est un mouvement pour l'action, pour défendre la paix. Premier acte serait été à ce qu'on a appelé l'appel de Stockholm contre la bombe atomique, lancé par Joliot-Curie et d'autres, et qui a recueilli à travers le monde 210 millions de signatures. Alors, une centaine de comités locaux aujourd'hui en France, de l'ordre de 3000 à peu près 3000 à 4000 adhérents, selon qu'on fait bien le travail ou qu'on le fait moins bien ou qu'on est pris par autre chose, et de l'ordre de 50 000, ce que je dis les followers, puisque c'est le mot à la mode, en fait des amis qui reçoivent nos informations, qui se sont inscrits sur notre site, qui demandent notre newsletter. Et donc, au niveau de la France, j'ai mis 300, je ne vais pas dénombrer, mais déjà, rien qu'au niveau national, on a un appel qui est signé par 150 organisations minimum, je n'ai pas recompté, mais si on compte toutes les liaisons avec les associations locales, sûrement que c'est plus de 300, peut-être même 500 associations en France avec lesquelles on travaille. Et nous sommes membres de nombreux collectifs
Alors, c'est une association reconnue d'éducation populaire par le ministère de la Culture. Elle est membre de la Commission économique et sociale des Nations Unies à titre consultatif et elle travaille beaucoup avec l'Association internationale des éducateurs à la paix qui est reconnue de premier rang à l'UNESCO. Et d'ailleurs, plusieurs de nos projets ont été labellisés Culture de la paix par l'UNESCO parce qu'ils répondaient à un certain nombre de valeurs que nous portions. Alors, au niveau des structures, c'est donc une organisation avec un conseil national de 100 personnes, un bureau national de 40 et un secrétariat de 6 à 8 personnes qui se réunit, lui, toutes les semaines. Le conseil national se réunissant 2 à 3 fois par an et le bureau national tous les mois. Alors, vous avez vu, ce mouvement, il s'est créé contre la guerre. Alors, je n'ai pas mis mon truc pour savoir à peu près, vous me direz. Il a été construit contre cette deuxième guerre, contre la bombe atomique, plus jamais ça, donc contre, et puis tout de suite contre les guerres coloniales, parce qu'il y a eu la guerre d'Indochine, puis après tout de suite la guerre d'Algérie, après. Et donc ce mouvement s'est créé contre, et il faut être contre, vous savez bien qu'il faut dire non quand il faut dire non, mais il faut savoir dire oui aussi, il faut savoir construire. Et donc dans ce tournant-là, c'est l'année 2000 qui a marqué un tournant dans l'histoire du mouvement de la paix, on va y revenir, mais c'est important de savoir qu'en 2000, on a changé nos statuts et on a introduit, au vu du travail de l'UNESCO, un nouveau paradigme qui était celui d'être, on va dire, constructeur de paix pour une culture de la paix, non pas culture au terme cinéma, etc., mais au terme agraire, construction de la paix. Voilà. Et donc, un mouvement qui se revendique à la fois du contre et qui va élaborer des alternatives. Parce que si on parle de paix, on va dire qu'on est contre la guerre. Les gens demandent la sécurité et il faut être capable de mettre sur pied des alternatives. Si on ne veut plus de la prédominance du militaire dans la sécurité, eh bien, il faut inventer autre chose. Et donc ça, c'est un tournant important qui nous a ramené aussi à une nouvelle... bon, je disais, les chrétiens, les marxistes, c'était important. Je pense que dans les dernières années, on a fait des pas très importants vers les mouvements non violents avec la résolution des Nations Unies sur la culture de la paix et de la non-violence, qui explique aussi que ce n'est pas totalement un hasard si on est aujourd'hui ici au Salon Zen. Alors, dans tout ce que l'on dit là, je voudrais insister sur quelque chose d'extrêmement important, c'est le manifeste de Séville. Alors, j'ai dit, la coupure est en 2000, mais en 1989, l'UNESCO, à la demande des Nations Unies, s'est vu confier un mandat sur les causes des guerres. Et donc, la première chose que l'UNESCO a fait, qui était un peu sa fonction, c'est de réunir les plus brillants scientifiques de toutes les disciplines à Séville pour un congrès de haut niveau au point de vue scientifique. Et parce que ce congrès, après, a rendu ses conclusions. Nous proclamons que la biologie ne condamne pas l'humanité à la guerre, que l'humanité, au contraire, peut se libérer d'une vision pessimiste apportée par la biologie et, ayant retrouvé sa confiance, entreprendre les transformations nécessaires de nos sociétés. Vous comprendrez que c'est extrêmement important parce que vous avez longtemps, on a dit, l'homme il a ça dans les gènes, il est violent, il y a toujours eu la guerre, d'ailleurs vous l'entendez souvent, mon pauvre monsieur, il y a toujours la guerre, il y aura toujours la guerre, on n'y ferait rien, l'homme il a ça. Eh bien non, les scientifiques de toute discipline, de manière interdisciplinaire, après avoir confronté leurs travaux, non, l'homme ne porte pas. Et ils ont même continué, j'espère que j'ai la suite. Et la suite c'est bien... alors voilà, un tournant, nous proclamons. Alors, bien la paix, bien que cette mise en œuvre relève principalement de la responsabilité collective, elle doit se fonder aussi sur la conscience d'individus dont l'optimisme comme le pessimisme sont des facteurs essentiels. Donc, cette conférence de Séville dit également « Il est scientifiquement incorrect de dire que nous avons hérité de nos ancêtres les animaux une propension à faire la guerre. Il est scientifiquement incorrect de dire que la guerre ou toute autre forme de comportement violent soit génétiquement programmée dans la nature humaine. Et donc, tout comme les guerres commencent dans l'esprit des hommes, c'est le préambule de l'UNESCO, la paix également trouve son origine dans un esprit. La même espèce qui a inventé la guerre est également capable d'inventer la paix. La responsabilité en incombe à chacun de nous.
Donc la responsabilité personnelle, individuelle, qui est aussi l'individuel, un facteur important de ce salon zen. Les gens recherchent le bien-être pour eux-mêmes et ce n'est pas quelque chose de normal. Alors j'insiste là-dessus parce qu'à partir du moment où ces fondements sont mis, la paix est du domaine du politique et du domaine de la construction humaine des sociétés. Et donc, voilà, je crois que... oui, non, après, s'il vous plaît. Oui, d'accord, monsieur. Alors, dans mon université, dans ma ville, à Rennes, sur le fronton de l'université de Rennes 2, il y a inscrit ceci: le meilleur miroir de nos discours, c'est le cours de nos vies. Et donc, pour présenter le mouvement de la paix, au lieu de... Je vais vous donner à voir quelques actions sur le terrain. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Je ne sais pas s'il aurait fallu demander à la dame, mais bon. Et alors, en premier lieu, je vais quand même vous donner à voir quelque chose... il aurait fallu que je suis désolé, il faut que je le... Ouais, parce que j'ai pas mis mon truc sur PDF. En fait, je vais vous donner à voir un document historique que j'ai vu la première fois en faisant cette conférence, et qui est un film de Louis Daquin. Et si ça marche bien, on devrait l'avoir, si Internet fonctionne ici. Voilà. Donc vous avez là les images fondatrices du mouvement de la paix en 1949. J'espère que ça va marcher. La technique, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Oui. Bon. Ils ne sont pas là, les techniciens? Serait-ce que j'ai pas de chance? Ouais, j'ai pas le son. Pardon? Ça y est, mettez un peu en dessus. Voilà. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit les gens du monde entier qui viennent là, de toute religion, de tous les coins du monde, des intellectuels, voilà, et surtout, c'est les raisons qui ont conduit à la constitution du mouvement de la paix, c'est-à-dire contre la guerre, pour la paix. Et je voulais faire le lien avec cette période et la période d'aujourd'hui. Donc je vais continuer, je vous le montrerai après, mais ce qui est embêtant, c'est que j'ai plusieurs vidéos à voir. Parce que donc je vous laisse peut-être faire, mais bon, d'accord, un petit peu, d'accord. Donc, mais oui, alors je peux plus, bon. Bon, on va laisser celui-là, hein, je sais pas. D'accord.
Alors bon, je voulais vous montrer à travers différents documents les actions qui sont les nôtres aujourd'hui au plan quasi quotidien. Je voulais vous montrer les manifestations contre les essais nucléaires en 1995, avec cette manifestation de 20 000 personnes devant la base de sous-marins nucléaires de l'île Longue. Je voulais vous montrer les photos contre la guerre en Irak, où le mouvement de la paix a joué un rôle fédérateur en France, dans cette immense manifestation qui a vu les gens manifester pendant une journée entière contre cette guerre. Je voulais vous montrer notre position contre les manifestations et contre la guerre en Libye. Je voulais vous montrer aussi différentes formes d'action dans le désordre, comme par exemple l'accueil en France de l'Orchestre Philharmonique de Sarajevo, dont vous savez qu'il avait perdu un grand nombre de leurs musiciens et qu'on a accueilli de manière bénévole et citoyenne en France pendant 8 jours dans un partenariat avec l'UNESCO. Les délégations également en Israël et Palestine. On a rencontré à la fois bien sûr les Palestiniens, Yasser Arafat, mais également les Israéliens, et on a été reçus à la Knesset. On a rencontré les rabbins pour la paix et tous les courants de pensée en Israël qui se battent pour la paix entre Israéliens. En ex-Yougoslavie, nous avons fait un film Plus fort que les armes, c'est-à-dire que des amis ont été en pleine guerre de Yougoslavie, ont ramené des images où on voyait les femmes dans toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie se battre pour la paix, les femmes en noir à Belgrade, etc. Et on en a ramené un film, La paix plus fort que les armes. Et donc, dans les éléments que je voulais montrer aussi également, mais on peut arrêter peut-être la vidéo, je montrerai simplement les images. Oui. Oui. Et donc, récemment, des amis ont été aussi au Kurdistan, à la rencontre du peuple kurde pour savoir ce qui se passait. Moi-même, j'ai été manifesté à Istanbul au moment du Forum social européen avec les Kurdes et les Turcs qui demandaient la paix au Kurdistan. Nous avons été, dans les années dernières, en République démocratique du Congo, au Rwanda, pour constituer un mouvement de la paix entre des Congolais, des Rwandais et des Burundais, qui sont ensuite venus témoigner en France. Le voyage, la Tunisie avec le Forum social, mais aussi la rencontre avec la société tunisienne pour comprendre, toujours la même démarche, quand on peut y aller rencontrer les gens pour bien comprendre et pour mieux je dirais, se positionner en France politiquement par rapport aux choses à faire. Bien entendu, les séjours aux USA avec les pacifistes américains contre la guerre en Irak, mais aussi contre les armes nucléaires, mais aussi parce qu'on va, y compris là, dans les lieux de décision, aux Nations Unies, à la rencontre des diplomates, du secrétaire général adjoint ou du secrétaire général des Nations Unies, qui nous ont fait l'honneur à tous les pacifistes du monde entier d'être reçus avant la session de l'Assemblée générale. Voilà, donc on a récemment aussi des liens avec le Mexique. Pourquoi? Parce que des jeunes, les jeunes aujourd'hui aiment bien parcourir le monde. Et bien on a des jeunes qui sont partis au Mexique, qui ont fait un atelier pour la paix au Mexique, et on est entré en relation avec les jeunes à Gaza, qui faisaient des dessins, avec Internet, on échange. Et ensuite, une jeune amie, Lisa, qui maintenant est responsable du mouvement de la paix à Genève, qui est partie en Inde, à Euroville, au sein d'une école Montessori, et qui a fait partager à tous nos comités en France ce qu'elle vivait. Et récemment, nous avions la semaine dernière un forum sur visioconférence avec des gens de Russie, d'Inde, des États-Unis, de Grande-Bretagne, etc. Et les forums sociaux ont été aussi, je remontais des images des forums sociaux. Donc toujours la même démarche, aller à la rencontre, mieux comprendre et s'adapter. Et parfois aussi construire des micro-projets. Je prends l'exemple de l'Algérie où en pleine décennie noire, on était à des milliers de morts, on est parti à 3, on a été rencontré, on a fait pendant 8 jours le tour de l'Algérie, on a rencontré les gens à Tizi Ouzou, à Sétif, partout, des intellectuels, les syndicats, la Cinémathèque d'Alger, on est passé à la télévision, mais toujours à la rencontre de la population. Et ensuite on est revenu, 1 an après, il y avait 20 femmes qui venaient d'Algérie et qui ont participé pendant 1 mois à une séance, un stage de formation pour aller chercher des crédits européens pour se battre contre l'islamisme violent et le terrorisme en Algérie en promouvant la place de la femme dans la société. Ça, c'est des choses très concrètes. Et l'an dernier, c'est autre chose, mais dans ma ville, j'anime un atelier d'éducation à la paix avec des amis. On est 7 ou 8. Je ne sais pas comment on va continuer, mais toutes les semaines,
dans un quartier populaire, pauvre, il faut le dire, où on a notre local. On fait de l'éducation à la paix toutes les semaines avec des enfants qu'on a conduits l'an dernier à visiter l'UNESCO. Je vois Michel Touzeau ici qui fait partie du comité de liaison des ONG de l'UNESCO et qui nous a permis de rentrer dans l'UNESCO et de faire connaître à des enfants dans les quartiers populaires que, eh bien, on travaillait au niveau local, on faisait de l'éducation au niveau local, mais qu'on pouvait aussi aller dans les lieux de décision et qu'on avait le droit d'y rentrer et qu'on pouvait donner une parole et que l'UNESCO ou les Nations Unies ne sont pas que les choses du gouvernement, mais aussi, comme le disait le préambule de la Charte des Nations Unies, nous les peuples. Donc voilà des exemples très concrets de choses que l'on fait. Alors maintenant, c'était le mouvement de la paix à travers des expériences. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas si ça marche maintenant. Il n'a rien dit, monsieur? Tant pis, vous reverrez la vidéo après. Donc c'était tout ça, l'orchestre de Sarajevo. Bon, j'en ai parlé, tant pis, vous verrez les images une autre fois. Hein. Je suis désolé, mais... Oui, alors l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas le... Voilà. Bon, peut-être que là, la technique n'est vraiment pas en ma faveur aujourd'hui. Bon, écoutez, je vais continuer. Je ne sais pas où est la souris, je vais passer dans la salle, mais elle n'est pas sur... Là, on va prendre ici. Bon, ça va venir. Donc, ouais. Donc, j'ai fini de présenter rapidement le mouvement de la paix avec quelques expériences, quelques exemples, parce que l'action est illustratrice aussi de ce que nous sommes. Décidément, j'ai pas de chance aujourd'hui. Alors, s'il y a quelqu'un qui sait plus avec moi, là, j'y arrive pas. Hein. Je l'ai perdu. Donc, la troisième partie, c'était de parler des enjeux aujourd'hui. Et parce que quels sont les enjeux auxquels on est confronté? Donc, il y a une chose qui est évidente, c'est la croissance exponentielle des dépenses d'armement. En 2003-2004, on était dans les 850 milliards de dollars, c'est déjà beaucoup, hein, dépensés pour les dépenses d'armement. En 2016, les dépenses mondiales, militaires mondiales, avaient déjà doublé et on était à 1960 milliards. Et l'an dernier, 2019, d'après le CIPRI, qui est l'organisme incontesté de mesure des dépenses d'armement au niveau mondial, on est arrivé à 1917 milliards de dollars dépensés tous les ans pour le militaire. À titre d'exemple, pour bien montrer dans quel monde on est très sévère avec les Nations Unies et souvent il faut l'être. Le budget des Nations Unies mis par l'ensemble des États à disposition des Nations Unies pour les opérations de paix s'élève annuellement à 8 milliards de dollars. Donc vous voyez les échelles. Et tous les experts au niveau international, en particulier les experts du programme des Nations Unies pour le désarmement, pour le développement, les PLUD, estiment que, alors ça a varié, c'est 5 à 10%. Bon, les chiffres, à un moment c'était 5, aujourd'hui on dit plutôt 10%, mais c'est peu. 10% des dépenses mondiales militaires pendant 10 ans permettrait de résoudre les principaux problèmes auxquels est confrontée l'humanité, à savoir l'analphabétisme, à savoir l'alimentation en eau potable et la question de la faim. Aujourd'hui, à peu près 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et tous les 7 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de la faim
ou des conséquences de la faim. Ça, c'est les données. Donc voilà un premier problème. L'inégalité de développement, parce que on a vu les chiffres donnés par ATTAC et d'autres organisations, comme quoi en gros de l'ordre de quelques pourcents de l'humanité possède autant de richesses que 80% restants. Les inégalités de développement, elles se voient aussi sur les espérances de vie, et il y a toute une partie du monde qui crève de faim. Voilà. Je voulais montrer des exemples de pays où on fait des galettes avec de l'argile, des choses données par l'UNESCO sur leur site, parce que les gens, quand ils mangent de l'argile, il y a des minéraux qui arrivent et qui les nourrissent quelque part. On met de l'eau, on mélange ça, et les gens... voilà, on en est là dans un certain nombre de pays. Naturellement, il y a le commerce des armes aussi. Voilà. Bon, le commerce des armes n'a jamais été aussi florissant. J'ai distribué un flyer d'information là-dessus, hein. On y reviendra. Bon, bien sûr, la persistance des guerres, hein. Ceci dit, ne tomberons pas dans le pessimisme total. Il faut quand même voir que jamais dans l'histoire de l'humanité, j'y reviendrai, on est moins mort de la guerre que maintenant. Ça ne rend pas la guerre plus acceptable parce qu'on a toutes les conditions pour faire autrement, mais quand même, ça veut dire que il faut prendre en compte quand même cet élément-là. Alors, il y a le terrorisme qui est largement dû alors ça on pourra en discuter, mais aux interventions militaires, à la domination du monde par l'Occident et par les pays les plus développés qui ont été faire la guerre, en particulier en Afghanistan, parce que le point de croissance, le point de départ de tout, c'est 2001. 2001, les Twin Towers donnent le signal pour les États-Unis d'une reprise en main du monde, d'une augmentation terrifiante des dépenses d'armement et la guerre au terrorisme qui justifie la guerre en Afghanistan, en Irak, et ensuite l'aventure, il faut le dire, de la France en Libye, j'y reviendrai. À cela s'ajoute bien sûr aujourd'hui le dérèglement sanitaire, dérèglement sanitaire, la pandémie, mais surtout les dérèglements climatiques. Donc autant de problèmes qui font que les zones désertiques progressent, la désertification, la sécheresse. Il y a 2 ans, j'étais au Vietnam à rencontrer des pacifistes vietnamiens qui sont très inquiets parce qu'ils sont en train de construire des digues aujourd'hui pour préserver les zones où ils cultivent leur riz, parce qu'ils ont une frousse terrible, c'est que si le niveau de la mer continue à augmenter, ils n'arriveront pas à nourrir leur population. Et pourtant, autre élément, avec la chute du mur de Berlin, on pensait peut-être que les choses allaient mieux. Or, on s'aperçoit que l'ONU est fragilisée, elle est utilitarisée par les grandes puissances. Je vous donnerai la lecture, s'il est là par contre, oui, le diagnostic de Federico Mayor en quittant l'UNESCO. On assiste aussi à la remise en cause de tous les accords aujourd'hui de désarmement, sur le désarmement nucléaire, en particulier, par exemple, le traité ABM, anti-ballistic missile. C'était un traité qui, à la fois entre l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis, qui s'engageait à ne pas protéger un certain nombre de leurs grandes villes, New York, Moscou. S'il y a une bombe, on s'engage à ne pas les détruire, ce qui était anti-ballistic missile. Et du coup, il n'y a pas de défense anti-missile pour défendre ces villes-là. Vous comprenez ? La menace, elle doit exister. Donc, je ne défends pas Moscou d'une attaque atomique. Je ne défends pas New York d'une attaque atomique. Et dans leur folie, c'est la peur de la... Voilà, on ne s'attaque pas puisqu'on va en subir. Bon, ce traité-là, il a été rompu par les États-Unis et maintenant la Russie l'a rompu aussi. Et du même coup, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, on va se protéger. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est la relance de la guerre de l'espace. Des missiles qui vont... on va faire ce qui avait été arrêté, la guerre de l'espace, la guerre des étoiles. C'est-à-dire de produire toujours des missiles plus forts, plus puissants, qui vont être capables d'intercepter les missiles de l'autre. Et donc, le moment où, par erreur ou par faute, un missile part, les moments se rapprochent et donc la situation aujourd'hui est en train de devenir extrêmement dangereuse. Le traité de non-prolifération est en train d'être violé allègrement par toutes les puissances nucléaires, la France en premier, et
le traité sur les armes intermédiaires est en train d'être lui aussi... voilà. Donc la situation est grave, elle est dangereuse. Bon, des géopoliticiens comme Bertrand Badi, par exemple, disent qu'aujourd'hui, en faisant leur constat, c'est les populations civiles qui sont sous les bombes. On meurt, ce ne sont plus les militaires qui meurent. Un peu, mais c'est surtout les populations civiles. Et donc, les guerres sont essentiellement des guerres internes, avec l'introduction des grandes puissances dedans pour des intérêts. Si vous prenez la RDC, la République démocratique du Congo, c'est tous les minerais qui sont là. C'est sûrement un des pays les plus riches au monde. Et donc, l'intrusion de toutes les grandes puissances est là. Voilà. Et pourtant, dans les facteurs, il faut dire positifs, jamais peut-être la guerre n'a été autant rejetée par les opinions publiques. Les manifestations contre la guerre en Irak sont un exemple flagrant. L'opinion publique dans le monde entier se sont levées contre la volonté des États-Unis d'obtenir un quitus des Nations Unies pour aller faire la guerre en Irak. Ils ne l'ont pas eu, aussi peut-être parce qu'on était tous dans la rue contre ça. Mais les mobilisations contre le climat l'an dernier, le 21 septembre, étaient aussi hyper intéressantes. Pour la première fois, donc, les Nations Unies avaient mis le 21 septembre, Journée internationale de la paix, sous l'auspice de la paix et le climat. Donc nous, en tant que mouvement de la paix, on s'est précipité dans ça. Et ça a été bien parce que dans beaucoup de villes et de partout dans le monde, mais en France aussi, le courant, je veux dire, les jeunes qui combattent contre le dérèglement climatique ont manifesté avec les mouvements de paix. Et ça fait de belles manifestations. Dans ma ville, on était 5000 par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Les luttes antiracistes qui ont lieu actuellement avec la jeunesse américaine aussi, c'est un facteur extrêmement intéressant. Et puis la lutte des femmes à travers le monde, que ce soit dans le Maghreb, que ce soit partout, est un élément complètement intéressant. Et donc la transition pacifiste, la transition vers un féminisme bien assumé et la transition écologique vont ensemble. Et bon, là, nous, par exemple, si on prend notre vie de mouvement de la paix, quand il y a eu les attentats terroristes, donc c'était 2015 et 2015-2016, on a dit on est dans de grosses difficultés, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'exprime, on ne va pas se laisser abattre comme un peu il y a la situation aujourd'hui avec le Covid. Et on a fait un appel à tous ceux qui pensaient qu'on peut construire la paix, stop la guerre, stop les violences, et c'est devenu grâce à ATD Quart Monde ensuite, stop la misère. Et c'est ce qui réunit aujourd'hui de l'ordre de 180 organisations avec nous sur l'appel stop la guerre, stop la misère, stop la violence. Et donc ça montre qu'il y a dans notre société quelque chose qui est là, une force sociale qui est bien présente. Et je prendrai un autre exemple. La dernière fois qu'on a été aux Nations Unies, je ne sais plus en quelle année, mais pour la conférence de révision du traité de non-prolifération, on a été reçu par le secrétaire général des Nations Unies dans une salle à part avant l'Assemblée générale. Et là, on était 400-500 pacifistes du monde entier. Et il a eu cette phrase « Vous êtes la conscience du monde ». Et je pense que nous, il faut qu'on prenne conscience qu'on n'est pas rien du tout. Et que s'il y a 150 organisations en France, vous avez au niveau des Nations Unies, la Confédération syndicale internationale, la CSI, les syndicats qui en France sont parfois pas tous d'accord, vous le voyez tous les jours, mais ils sont tous dans la CSI. Que ce soit la CGT, la CFDT, la FEN, etc. Et la CSI est vent debout contre les armes nucléaires. Donc il y avait dans cette salle des syndicats au niveau mondial, il y avait des mouvements d'opinion, d'église, il y avait des mouvements altermondialistes, féministes, écologiques, et ce qui faisait qu'on avait une vision claire de toutes les forces qui existent à travers le monde. Et ce qui explique la phrase du secrétaire général des Nations Unies, « Vous êtes la conscience du monde », et il a poursuivi, « Nous ne gagnerons pas le désarmement nucléaire sans vous, et ce sera vous qui allait l'imposer. » Et je pense qu'il faut bien retenir ça, parce que dans les obstacles, il y a des facteurs positifs, mais dans les obstacles, il y a, je pense, que nous n'avons pas encore intériorisé le fait qu'on est une force, et on a un peu tendance à penser que... voilà. Alors, comment on interprète cette période-là ? J'ai envie de vous donner 2 ou 3 lectures de personnes qui sont plus investis dans
dans l'analyse des choses, mais qui permettra de voir comment les choses se rejoignent sur cette analyse du sous-développement permanent, de la faim, des conflits qui continuent pour le contrôle des ressources. Alors je vais vous prendre Jean Ziegler, donc, que vous connaissez peut-être, sociologue suisse, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, et qui dit « Nous assistons aujourd'hui à un formidable mouvement de reféodalisation du monde. C'est que le 11 septembre 2001 n'a pas seulement été l'occasion pour George Bush d'étendre l'emprise des États-Unis sur le monde, l'événement a frappé les 3 coups de la mise en coupe réglée des peuples de l'hémisphère sud par les grandes sociétés transcontinentales. Pour parvenir à imposer ce régime inédit de soumission des peuples aux intérêts des grandes compagnies privées, il est 2 armes de destruction massive dont les maîtres de l'empire et de la honte savent admirablement jouer, la dette et la faim. Par l'endettement, les États abdiquent leur souveraineté. Par la faim qui en découle, les peuples agonisent et renoncent à leur liberté. Cette formidable machine à broyer et à soumettre ne supporte plus aucune des limitations que le droit international prétendait traditionnellement imposer au rapport entre les États et entre les peuples. Du coup, c'est le régime de la violence structurale et permanente qui partout gagne du terrain au sud, tandis que le droit international agonise. Alors le deuxième, c'est Colette Braeckman, c'est une journaliste belge qui a écrit des bouquins sur l'Afrique des Grands Lacs et qui dit ceci: 3 millions de morts en 4 ans. Comment, à notre époque, une telle hécatombe peut-elle passer inaperçue? Si bien des Congolais sont alors morts dans la violence ou l'abandon, ce n'est pas seulement au nom de la sécurité du Rwanda, c'est surtout parce que les richesses de leurs terres aiguisent tous les appétits. Trop longtemps, en effet, au gré des prédateurs rôdant dans la région, la dictature de Mobutu a été un frein à l'exploitation du cobalt, de l'or, du diamant, du colombo-tantalite et du pétrole. Il était urgent d'ouvrir les immenses réserves congolaises aux prospecteurs et aux aventuriers. Et elle poursuit, car après le 11 septembre, il importe que l'ordre règne dans les banlieues du monde, et les puissances États-Unis, France, Grande-Bretagne s'y emploient. Mais si les rôles ont été redistribués, si de nouveaux acteurs sont apparus, les ambitions demeurent, les intérêts des populations continuent à passer au second plan. Le destin de cette région convoitée est exemplaire d'une configuration désormais planétaire. Alors, je vous m'excuserez, mais je trouve que c'est la meilleure manière pour moi d'analyser le monde en donnant la parole à des gens qui ont quand même travaillé, des scientifiques, des politologues. Voilà, maintenant, je donne la parole à Bertrand Badi, professeur à Sciences Po, qui affirme quant à lui que, je cite, « Congo, Somalie, Nigeria, Mali, Centrafrique, Syrie, Irak, Israël, Palestine, Ukraine. La fin de la guerre froide n'a pas laissé la place à un monde de paix. 2 décennies plus tard, plusieurs dizaines de conflits armés ensanglants de la planète. Si elles ressurgissent dans certaines parties de l'Europe, la plupart des guerres se déroulent aujourd'hui dans les pays du Sud. Et leur nature a profondément changé. Seule une minorité d'entre elles peuvent être décrites comme des conflits interétatiques. Les autres peuvent être décrites comme des conflits... les autres mettent aux prises un État, souvent déliquescent, et une ou plusieurs rébellions avec pour enjeu le contrôle du pouvoir, du territoire ou des ressources naturelles. Les divisions ethniques et religieuses alimentent ces nouveaux conflits, mais ils s'enracinent surtout dans les conséquences de la mondialisation, qui enrichit les plus riches et appauvrit les plus pauvres. Dans la plupart des cas, les guerres du XXIe siècle procèdent de la décomposition institutionnelle et sociale, tout en s'inscrivant dans le cadre des rivalités entre les grandes puissances anciennes et nouvelles. Georges Corme, qui est un ami du mouvement de la paix, qui est historien, qui a été ministre des Finances au Liban et que nous avons invité il y a 2 ans pour nous aider à comprendre ce qui se passait dans cette région, lui, il appelle à en revenir aux vraies causes des guerres qui sont avant tout pour lui des conflits de pouvoir pour l'accaparement, les richesses, etc. Et il dit, pour parvenir à un dialogue utile sur les questions de la guerre, de la paix et du droit international, il faut d'abord admettre que la guerre, au-delà des habillages idéologiques ou anthropologiques qui lui sont donnés à titre de légitimation, est toujours le résultat de l'ambition des hommes, de facteurs objectifs, de nature économique, démographique, géographique et politique,
Elle est surtout, depuis 2 siècles, le résultat de l'atteinte aux règles de bonne conduite internationale édictées entre les nations. Et là, on revient justement à ce que je disais au début sur le congrès de Séville qui disent la guerre n'est pas dans les gènes, mais dans des questions politiques. Alors, il y a Edgar Morin, et je terminerai là-dessus, qui a une vision que je trouve intéressante dans son livre « La voie pour l'avenir de l'humanité ». Et il pondère les choses à la fois pessimistes et optimistes. Il dit « La domination d'un capitalisme financier déconnecté de l'économie réelle, voué à l'intérêt exclusif des spéculateurs, a provoqué la crise économique de 2008 et continue de se repaître comme un vampire de nos substances vives. Comme l'a dit Alain Touraine dans « Après la crise », il s'est mis au-dessus de l'humanité et nous devrions le mettre au banc de l'humanité. À cela se combine l'aggravation des diverses crises enchevêtrées qui, dans un monde disloqué, accentuent les antagonismes, lesquels aggravent les déferlements idéologico-politico-religieux, lesquels intensifient les manichéismes, les haines aveugles qui suscitent des hystéries propices aux guerres et aux expéditions punitives. Le capitalisme déchaîné aujourd'hui n'est pas la seule menace pour l'humanité. Il y a les fanatismes déchaînés, les dictatures implacables, la possibilité de nouveaux totalitarismes, voire la guerre d'anéantissement avec les armes nucléaires. Donc j'avais oublié bien sûr les montées de l'extrême droite que pointe ici Edgar Morin, que ce soit Bolsonaro, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Hongrie et d'autres qui sont vraiment inquiétants. Mais il dit le pire et le meilleur existent aujourd'hui. On peut dire que la globalisation constitue le pire qui soit advenu pour l'humanité. Il faut aussi dire qu'elle constitue le meilleur. Ce meilleur est que pour la première fois dans l'histoire humaine sont réunies les conditions d'un dépassement de cette histoire faite de guerre dont les puissances de mort se sont renforcées jusqu'à permettre désormais un suicide global de l'humanité. Le meilleur est qu'il y ait désormais interdépendance accrue de chacun et de tous, nations, communautés, individus sur la planète Terre. Le meilleur est que les menaces mortelles et les problèmes fondamentaux créent une communauté de destin pour l'humanité entière. Donc, et il termine en disant il ne suffit plus de dénoncer, il nous faut désormais énoncer. Il ne suffit pas de rappeler l'urgence, il faut aussi savoir commencer, et commencer par définir les voies acceptables pour conduire à la voie, donc à des choses nouvelles. Et donc, ça me permet d'introduire la 4e partie, qui est, on a vu la situation ambivalente, complexe, dangereuse, grave, mais pas désespérée. Et de quels outils disposons-nous, nous, citoyens, pour avancer? Comment faire par rapport à des événements qui parfois nous semblent... Alors, je vais aller assez vite, on y reviendra, mais il faut, je crois, repartir de l'après-guerre. Et dans ces éléments, les choses que nous, au Mouvement de la Paix, mais pas seulement, on a écrit ce bouquin, là, le livre blanc de la paix, qui a été signé quand même par 42 organisations. Donc c'est un travail collectif, c'est pas que le Mouvement de la Paix qui travaille tout seul dans son petit coin. Non, il y a, et on a donné à chaque organisation, si vous le voulez, il est au prix de 8 € à la sortie, on a donné aux 40 organisations une page pour dire leur spécificité dans la lutte pour la paix, ce qui n'en nous a pas empêché d'écrire 200 pages presque en commun. Et dans ce bouquin, les outils qu'on met en valeur, c'est d'abord les Nations Unies. Parce qu'avant les Nations Unies, on a un ami, un vieil ami qui a plus de 100 ans maintenant, mais qui est juriste et qui nous insiste, Roland Weil, qui insiste toujours là-dessus. Avant les Nations Unies, eh bien, c'était uniquement le rapport de force. Même s'il y avait eu la Société des Nations Unies, c'était le rapport de force qui réglait. Les plus puissants règlent les affaires du monde. C'est un peu, hélas, ce qu'on est en train de revoir aujourd'hui, mais quand même les Nations Unies ont apporté des règles, pour la première fois, de droit international, des règles, des bonnes conduites qui ont été acceptées. Et alors je ne sais pas si je sais pas combien de temps j'ai encore. Bon, je continue, mais donc nous les peuples. Alors je pense qu'il faut quand même que je lise peut-être la charte, la préambule de la Charte des Nations Unies, qui est quand même extrêmement important. Donc, je prends 2 minutes pour retrouver. Je ne suis pas à la... Voilà.
nous, les peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer de nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. Et à ces fins, à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationale, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples. Bien sûr, vous me direz, ça c'est violé par les grandes puissances, mais le droit existe. On n'a pas... on n'est pas autorisé à tuer son voisin parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Il y a un droit, y compris dans le pays. Ça n'empêche pas qu'il y ait des criminels. Mais donc ce moment-là est un moment important et pour nous, c'est un outil. De même qu'est un outil l'Organisation internationale du travail qui a été construite dans cette logique-là en disant qu'il y a des droits au niveau du droit du travail et l'unité peut se faire au niveau mondial pour progresser, que ce soit l'OMS ou que ce soit l'UNESCO. Les guerres naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut construire les fondements de la paix. Et nous, on le pratique tous les jours. Par exemple, dans le comité de liaison des ONG de l'UNESCO, on voit combien on arrive à faire avancer des choses à l'UNESCO, à faire progresser. On a organisé en commun avec l'UNESCO un congrès mondial des éducateurs à la paix. On a fait venir à ce congrès des enseignantes algériennes qui étaient à l'époque, c'était après 98. Donc il y a des moyens d'avancer avec l'UNESCO. Il y a comme autre moyen, donc ça c'est le système des Nations Unies. Et pour voir les enjeux, c'est que lorsque l'on avance au sein de l'UNESCO, il y a des sanctions. Par exemple, quand les Palestiniens sont arrivés à l'UNESCO, l'UNESCO n'a simplement pas reconnu, il a accepté que des Palestiniens participent aux travaux de l'UNESCO. Les États-Unis ont arrêté toutes leurs subventions à l'UNESCO. C'est-à-dire du jour au lendemain, le budget de l'UNESCO a été diminué de 30%. Donc on vit dans cette situation-là. On avance parfois, nous les peuples, des billes avec les Nations Unies. De l'autre côté, il y a des sanctions pour les Nations Unies. Donc on voit que, y compris les Nations Unies, sont un enjeu de lutte. Et pour nous, si la préambule des Nations Unies, c'est nous les peuples, eh bien c'est un objectif aussi pour nous le faire vivre. Donc l'ONU, ensuite, dans toute cette chose positive qui sont devenues après 1945, il y a aussi tous les droits économiques et sociaux. Et donc là, c'est s'asseoir sur les droits pour construire la paix. Dans la période récente, il y a également les objectifs du développement durable, la Convention de Paris sur le climat et la culture de la paix. Alors là, je n'ai plus mes trucs, mais je vais le dire Ah, ben si, ça y est, c'est reparti. Bon. La culture de la paix, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, l'UNESCO s'est vu confier un travail pour travailler sur les causes des guerres. Et donc, ils ont fait un travail de l'ordre de 10 ans, d'observation des conflits, de groupes de travail, etc. Et c'est advenu en 1999 et 2000 le vote de résolution par consensus, par l'Assemblée générale des Nations Unies, d'un nouveau programme proposé à l'humanité entière pour la construction de la paix sous le titre « Programme pour une culture de la paix ». Alors, là, si Internet ne me fait pas de trucs, on va peut-être y arriver. Ça n'a pas l'air de... Ah oui, ça y est. Oui, alors, j'ai mis plein de choses que je vois que je n'ai pas pu dire, mais tant pis. Alors, voilà. Alors voilà, un travail sérieux des programmes novateurs lancés par les Nations Unies. Et donc, ils ont observé les causes des guerres. Et ils ont dit, si on veut attaquer vraiment la guerre, il faut mettre des programmes au niveau national, au niveau international, au niveau local, qui s'attaquent aux causes. Donc, parmi ces causes, bon, ils aboutissent à l'inverse, à 8 grands projets pour l'humanité, on peut dire ça comme ça. Renforcer une culture de la paix par l'éducation, promouvoir le respect de tous les droits humains, on revient à ce que je disais tout à l'heure, tous les droits humains économiques et sociaux qui ont prévalu, mais qui ne sont pas forcément tous rentrés en vigueur,
promouvoir le développement économique et social durable, c'est-à-dire pas n'importe quel... alors je sais que le mot développement est parfois contesté. Bon, il peut y avoir de la croissance raisonnée pour certains, mais pas de décroissance pour les pays africains qui n'ont pas... Voilà, donc assurer l'égalité entre les hommes et femmes, parce qu'effectivement, dans les conflits ou dans la violence, on s'aperçoit que lorsque les femmes prennent leur part, les solutions sont mieux trouvées, et toute société où les femmes prennent une part prépondérante sont des sociétés moins violentes. Ensuite, la participation démocratique. Il n'y a pas d'un côté ceux qui dirigent et les peuples qui se la bouclent. Non, la résolution des questions de l'humanité nécessite la démocratie, la contradiction, le débat. Ensuite, la compréhension, la tolérance et la solidarité, c'est-à-dire qu'on est des sociétés de diversité, diversité culturelle, diversité de religion, diversité de sensibilité, et il faut admettre la compréhension, ce qui ne veut pas dire accepter les néofascismes ni les extrémismes violents, qu'ils soient religieux ou autres. Mais il faut trouver les moyens de communication pour combattre le racisme et en particulier. Alors, soutenir la communication participative, la libre circulation de l'information et des connaissances, parce que, effectivement, quand vous voyez toutes les guerres, elles sont d'abord précédées par une guerre médiatique pour nous bourrer le mou, pour dire qu'il faut aller faire la guerre parce que c'est bien et qu'il y a des vrais problèmes. On connaît déjà le mensonge éhonté de Colin Powell à la tribune des Nations Unies, montrant sa fiole en disant « j'ai la preuve qu'il y a des armes nucléaires en Irak ». Mais on sait aussi que la radio des collines au Rwanda n'a pas cessé tous les matins de dire « allez tuer les cafards, prenez vos outils ». Et donc, on voit que partout, d'ailleurs, il y a une sociologue belge, Monique, pas Monique, mais Morelli, qui a fait un travail excellent là-dessus. Donc, d'autre part, je souligne qu'en France, dans un pays démocratique, 80% de la presse et des grands médias sont en la possession de sociétés qui sont directement liées avec le lobby militaro-industriel, Lagardère, etc. Pour aller voir, vous allez voir, il y a cette association qui étudie les médias, qui me souffle. Bon, vous ne me soufflez pas, vous me laissez, sans me donner la... Il y a une association qui suit toute la composition des conseils d'administration, des médias, etc. Donc, voilà. Ce qui fait que vous avez vu récemment, quand même, il y a eu un petit... Les journaux, quand même, ont commencé à parler de ça. Il y a d'ailleurs un nouveau collectif en France qui se crée pour que les citoyens investissent dans le capital des sociétés de presse qui ne devraient plus avoir un capital par des sociétés qui sont directement liées. Quand Lagardère fabrique les missiles pour la guerre nucléaire, eh ben, certainement qu'il ne va pas offrir beaucoup de colonnes au mouvement de la paix. Donc, oui, Thalès et compagnie. Et donc, promouvoir la paix et la sécurité internationale, et ça, bon, c'est tout ce qui concerne l'ONU, la résorption des conflits par la discussion. Et qui doit agir? Eh bien, l'ensemble des corps constitués. C'est ça qui est intéressant dans cette résolution, c'est qu'elle dit également les personnes qui doivent agir, et elle appelle à l'action. C'est ce que nous, on appelle la culture de la paix. C'est donc pas la culture au sens culturel, mais la agraire, comme je le disais tout à l'heure, cultivateur, artisan de construction de la paix. Alors, deux mots bien sûr sur la France. Eh bien, j'avais deux trucs à vous montrer. Bon, pour caractériser en gros la situation de la France aujourd'hui, c'est qu'on est le 3e ou le 4e producteur vendeur d'armes, qu'on vient de voter une loi de programmation militaire dans laquelle il est inscrit que l'industrie militaire est un facteur de compétitivité par la France. Et donc, quand on inscrit ça dans une loi de programmation militaire, ça veut dire que c'est ouvert à tout. On vend des armes, ça va faire... Bon, vous voyez la gravité d'une situation comme d'inscrire ça dans la loi de programmation militaire. Donc, l'objectif aujourd'hui est fixé, c'est sous la houlette des États-Unis et de l'OTAN, de rattraper le retard, entre guillemets, pour arriver à au moins 2% du PIB consacré aux dépenses militaires. Et donc, cette année, c'est 1,6 milliard, je crois, d'augmentation. Après, ça va passer à 3 milliards d'augmentation du budget de l'armement pour arriver aux 2%. Mais la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est les armes nucléaires.
alors qu'on est en difficulté sociale, difficulté économique, difficulté sanitaire. C'est, je disais tout à l'heure, les missiles qu'ils ont fait exploser en pleine pandémie est un scandale. Mais pourquoi? C'est un programme qui est écrit dans la loi de programmation militaire. La France a décidé de renouveler la totalité de ses armes nucléaires, en particulier les sous-marins de l'île Longue. Et donc pour ça, ils ont doublé les dépenses consacrées aux armes atomiques dans le budget de la France, qui sont passées de 3,2 milliards à 7 milliards d'euros par an pour renouveler en gros les 4 sous-marins nucléaires, les 80 et quelques missiles et les 300 bombes atomiques de l'île Longue. Donc on a là les éléments essentiels avec le commerce des armes. Alors je passe, hein, vous verrez, mais le missile M51, donc il y en a à peu près une soixantaine mais qui vont être construits. Chaque missile coûte 150 millions d'euros, hein, d'après le journal L'Usine Nouvelle. Et donc faites le rapport avec les hôpitaux, avec les écoles, hein. Là, on avait mis quelques éléments, par exemple un sous-marin nucléaire, 300 lycées. Bon, un Rafale, c'est l'équivalent d'un hôpital régional. Bon, les sous-marins, je passe. Bon, donc j'ai cité un certain nombre de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Les Nations Unies, les objectifs de développement durable, les droits humains tels qu'ils sont affirmés, se battent pour leur... Et les résultats de la conférence de Paris sur le réchauffement climatique. Donc voilà autant d'objectifs dont on peut s'emparer pour aller vers une construction autre que celle auquel on a affaire, c'est-à-dire une construction aujourd'hui qui est une construction malheureusement contraire à l'esprit de la Charte des Nations Unies, qui est une construction des plus puissants, qui se matérialise comment? Eh bien, où se prennent les décisions essentielles? Le G7, le G5, le G5 c'est les 5 membres du Conseil de sécurité, le G7 il y en a 2 en plus, et le G8 c'est avec la Russie. Mais ce sont ces grandes puissances qui en fait décident entre elles, qui se sont réunies récemment puisqu'on a été manifesté et à Biarritz et à Saint-Malo, puisque à Biarritz devait se réunir le G7. C'est-à-dire qu'ils sont entre eux, ils discutent entre eux et ils violent les principes même des Nations Unies, qui est le multilatéralisme, c'est-à-dire les affaires du monde doivent se discuter au sein des Nations Unies. Alors bien sûr, ils y viennent après. Ils y viennent, mais après avoir discuté ce qu'ils vont imposer ou tenter d'imposer. Mais malgré tout, ça ne marche pas toujours comme ils veulent. Et pour les armes nucléaires, ce fait nouveau qui est intéressant à souligner, c'est qu'en 2007, grâce à la pression des opinions publiques, après 3 conférences au niveau international, est venue à l'Assemblée générale la question d'un traité d'interdiction des armes nucléaires. Et ce traité a été adopté par 120 États. Et la veille du commencement des travaux pour examiner ce traité, la France a tenu une conférence de presse avec les États-Unis pour dire combien elle était contre et elle ne participerait pas aux travaux. Et elle s'est opposée frontalement à cette convention. Cette convention a été adoptée. Aujourd'hui, elle a été signée par 86 États, je crois. Elle a été ratifiée par 46 États. Lorsqu'elle aura été ratifiée par 50, cette convention entrera en vigueur. Et donc, vous voyez la situation dans laquelle on est en France. On a une convention, pour la première fois, d'interdiction des armes nucléaires qui va rentrer en vigueur. Et nous, notre État s'engage dans le doublement des crédits consacrés aux armes nucléaires. Et pourtant 78% des Français sont pour que la France s'engage tout de suite dans le processus de désarmement nucléaire. 68% des Français, c'est un sondage du journal La Croix qui a été fait avec le journal Planète Paix du Mouvement de la Paix et avec l'IFOP. 68% des Français souhaitent que la France ratifie tout de suite cette convention d'interdiction des armes nucléaires. Donc, on voit que là, sur la situation de la France, que la France est bien mauvaise élève. Le livre blanc de la défense, on l'a dit, la militarisation, le commerce des armes. Il faudrait aussi de parler de l'OTAN, puisque en fait la France dit être indépendante, Macron dit... mais en fait, on est lié au niveau européen
dans la pseudo-constitution de l'Union européenne, l'OTAN est marquée au cœur comme élément devant assurer la sécurité de la France, et la France applique toutes les conventions constitutives de l'Union européenne. Voilà, donc dans le même temps, comme le monde va mal, tout ce qu'on a dit sur les dérèglements, sur l'inégalité de développement, sur le réchauffement, ça aboutit à quoi? À la Méditerranée qui est transformée en cimetière, avec les migrants qui fuient la misère, qui fuient les guerres, en particulier dans toute la région Maghreb et subsaharienne, où la violation par le gouvernement français et par Sarkozy en particulier de la résolution des Nations Unies qui n'indiquait pas qu'il fallait détruire l'État de Libye, tuer Kadhafi, etc. Et donc là, maintenant, aujourd'hui, la guerre est partout. Elle est dans tout le Sahel, elle est au Mali, elle est au Niger. Et donc voilà, on a cela. Et ceux qui dénoncent ça, bien, comme Assange, etc., sont en prison. Donc la France, là aussi, ne joue pas un rôle, ne se fait pas entendre tous les matins pour la libération de tous ces lanceurs d'alerte. Hein. Donc là, il y a du travail, et c'est la raison pour laquelle, en tant que mouvement de la paix, mais pas seulement dans le cadre du livre blanc, on a déterminé quatre grands axes pour se mobiliser avec les 40 autres organisations, à la fois sur le désarmement nucléaire, sur le commerce des armes, sur la situation au Moyen-Orient, qui semble des problèmes prioritaires, et sur l'éducation populaire à la culture de la paix avec toutes ses composantes, mais aussi on propose des réformes structurelles, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire on est contre, mais également de faire des propositions concrètes. Alors, je vais en énoncer quelques-unes. Des moyens pour la diplomatie, parce qu'aujourd'hui, on augmente le budget militaire, mais la diplomatie française est en train de tomber, de ne pas être active, il n'y a pas assez de personnes, etc. Donc, si on veut des négociations pour éviter les conflits et pour les résoudre, il faut des diplomates. Une réforme démocratique des médias, parce que si on ne veut pas que ce soit le lobby militaro-industriel qui domine les médias, je signale entre autres que Eisenhower, avant de quitter le pouvoir aux États-Unis, avait dit « Je mets en garde mon pays et les pays du monde entier sur la conjonction qui est en train de se faire entre le monde des médias et le monde militaire. C'est un grave danger pour la démocratie et pour la paix. » Et donc, voilà. Ensuite, on souhaite qu'il y ait la création d'un institut national de recherche et d'éducation à la paix pluridisciplinaire, associant les universitaires, les chercheurs, la création d'un institut national pour une citoyenneté active en faveur de la paix basée sur des structures régionales. Aujourd'hui, il y a des maisons de l'environnement, mais il n'y a pas de maison de la paix, il n'y a pas de maison d'éducation à la paix. Et pourquoi il n'y aurait pas des structures chargées de faire connaître les Nations Unies, comment elles ont été construites, les droits économiques et sociaux, les objectifs du développement durable, les résolutions des Nations Unies pour le climat, qui sont pour en finir des décisions qui engagent l'ensemble de l'humanité. Et en fait, si ces résolutions sont connues, ça n'est pour l'instant que quasiment grâce à l'intervention des opinions publiques et des citoyens que nous sommes. Nous demandons également la création d'un ministère de la paix. Il n'y a aucune structure étatique pour la paix. Et on demande dans la même occasion une mission interministérielle pour la paix. Et là, on a été reçu par les services du Premier, pas de celui-ci, mais du gouvernement avant le service du Premier ministre, pour essayer de défendre ce point-là, qui consisterait à mettre autour de la table tous les ministères qui sont concernés par les questions de la paix. Le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, parce que si on veut développer les échanges entre les peuples, l'amitié entre les peuples, ça nécessite de faciliter l'entrée, la sortie, aller rencontrer les gens, faire des mini-projets ou des macro-projets avec eux. Le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse, l'ensemble des structures qui sont nécessaires. Voilà. Et donc, les méthodes d'action pour nous, eh bien, c'est le rassemblement. J'ai déjà parlé de la manière dont on a construit un collectif, les marches pour la paix, avec plus de 150 organisations. C'est-à-dire
à la fois on a notre action propre pour la paix, mais ce serait vraiment vain de penser que nous, on va résoudre si on n'arrive pas à créer dans la société un mouvement. C'est ce qu'on a fait en se disant, avec les marches pour la paix ou l'appel, il existe un courant pour la paix en France et on est content aujourd'hui qu'il y ait dans le même collectif, il y a la CGT, il y a Solidaire, il y a la FSU, il y a l'UNEF, mais il y a aussi ATD Carmonde, il y a le CCFD, il y a Pax Christi, il y a le Parti communiste, il y a les Verts, il y a le groupe parlementaire La France Insoumise, il y a d'autres, je cite plus de petites associations. On est en train de travailler à un rassemblement qui est absolument nécessaire et pour ça, il faut aller à la rencontre des citoyens pour des objectifs prioritaires qui sont là, à l'époque où on vote le budget aujourd'hui. L'an dernier, on a déjà écrit à tous les parlementaires, on va refaire, et il faudrait peut-être des initiatives un peu plus voyantes, comme peut-être déployer des banderoles devant l'Assemblée nationale pour dire le traité d'interdiction des armes nucléaires, il est en train d'être validé et entré en vigueur. Il faut vraiment geler, on ne demande pas arrêter tout, mais geler les augmentations qui sont prévues pour les armes nucléaires, ratifier le traité, avoir des initiatives pour la paix au Moyen-Orient et au Proche-Orient, la question de l'OTAN et aussi la question de la paix en Europe, c'est-à-dire travailler pour ce qu'on appelle nous Helsinki 2, vous savez, dans les années 75, alors qu'il y avait deux blocs. Il y avait le bloc dit socialiste ou communiste, comme vous voulez, et le bloc libéral capitaliste. Mais en tout cas, il y a eu un accord à Helsinki pour dire on doit travailler ensemble. L'Europe ne peut pas avoir la paix sans faire la paix entre le bloc occidental et le bloc soviétique. Et les accords d'Helsinki ont mis en place un ensemble de collaborations scientifiques, économiques, culturelles entre tous les pays d'Europe. Et donc, on pense que ce serait le moment, au lieu de faire comme le font les États-Unis, d'entourer la Russie ou d'entourer la Chine de rampes de missiles, de tendre la main avec la Russie comme elle est, pas avec Poutine, mais avec la Russie, et pour créer une zone de paix en Europe, avec l'objectif aussi que cette Europe soit fraternelle avec les pays du Sud, pas simplement fraternelle dans les mots, mais dans les échanges économiques, etc. Et dans ce que je disais comme facteurs positifs tout à l'heure qui peuvent donner espoir, il y a aussi l'existence de choses réelles qui se sont produites. La paix est possible, pourquoi aussi? Parce qu'il y a tous ces outils-là et parce qu'on l'a fait. Fin de la guerre en 1945, et ce n'était pas encore fini, mais 1954, Adenauer est en France et débute ce qu'on appelle le début de la réconciliation franco-allemande. C'est dû à quoi? À la bombe atomique? À l'augmentation des budgets militaires qu'on fait de... Non, c'est parce qu'il y a eu une volonté politique, quelles que soient derrière les intentions des uns ou des autres. Il y a sûrement des calculs politiques, économiques, d'intérêt, pourquoi peut-être, mais il y avait quand même une volonté politique raisonnable de dire on arrête la guerre, on fait la paix. C'est un exemple concret, je terminerai là-dessus, qui montre que la paix est possible. Désolé si j'ai été un peu long, mais bon, c'était l'exercice qui était proposé. Donc, alors d'après le protocole, ceux qui veulent poser des questions, mais je ne sais pas, quelqu'un a-t-il l'heure? D'accord, c'est à peu près ce qui était prévu. Oui. Il faut venir ici. Ouais. Non, non. Oui. Mais l'autre problème qu'on pourrait évoquer, c'est que la Suisse est le lieu des paradis fiscaux, du blanchiment de l'argent des guerres, et que de cette manière-là, ils se lavent les mains facilement sur le dos des peuples qui subissent les guerres. Mais bon, c'est toujours un peu comme le fait Edgar Morin, voir le pour et le contre. Hein.
quand on pense que la paix, c'est la manque de conflit, seulement de conflit militaire, cette même notion de la neutralité d'un pays qui n'est pas normale dans un monde rêvé de paix, dans un monde où ce qui prévaut, c'est le droit international. Donc, l'histoire de la Suisse qui a fait que ce soit dans un monde, le monde qu'on souhaite, l'autre monde, il n'y a pas la notion de neutralité, il ne doit pas exister. Il y a des États égaux qui sont respectueux d'un droit international qui est équitable et qui est applicable. Je crois que la notion aussi de la paix est personnelle. Mais dans le monde où on vit, ça ne permet pas l'épanouissement d'une personne dans un monde. C'est tort. On s'inquiète pour le dérèglement climatique, alors que, comme vous dites, une explosion ou une erreur atomique, il va effacer tout ce qui soit à la Terre. Non seulement on n'aura pas d'eau, pas de maïs, mais on n'aura plus rien. Je crois que cette notion, elle évolue, hein, faut qu'on ne la pense pas. C'est évolue pour qu'on ne pense pas que le danger nucléaire est tel qu'on le pousse plus à faire la division entre vivre sur soi, s'épanouir, faire de l'exercice, la méditation, la relaxation, manger bio. Alors que comment voulez-vous qu'on mange bio, comment voulez-vous que tout le monde mange bio, comment voulez-vous que tout le monde soit à l'aise, que tout le monde soit dans un bien-être, dans un monde où le droit n'est pas respecté. J'ai fait la relation parce que l'idée c'est que jamais vu ça avant, c'est que l'introduction de la charte de l'ONU, c'est qu'il se décline dans la culture de la paix. Régler les conflits sont violents, l'égalité, la parité, le droit à l'éducation, le droit au... Je crois que je fais attention que ce qui concerne les médias, à l'époque la question ne s'est pas posée comme elle se pose maintenant, le droit à l'information. Allez-y, hein, le micro est à vous. Alors. Allez-y. Si. Prenez celui-là. Non, il n'a pas le droit. Bon, enfin, allez-y. C'est bon? Ah. Là, c'est bon. Là. Oui, donc récemment, il y a eu un reportage sur Arte que j'ai pas vu, mais où il était dit que il y a eu une bombe qui est tombée sur Gaza, qui a réduit à néant 3 enfants complètement déchiquetés. Et quand ils ont pris les débris de cette bombe, ils se sont aperçus qu'il y avait un élément qui disait que c'était une arme qui venait de France. Donc, moi, je dis, quand on nous bassine avec les terroristes et tout ça, on met le doigt sur le terrorisme international,
Mais moi, je dis que la France, elle est quand même complice d'un terrorisme, et j'appelle ça du terrorisme d'État. Voilà. Et ça, il faut le dénoncer aussi. Rien à dire là-dessus, sauf que effectivement, ce qu'on voit à travers cet exemple-là, c'est que c'est quand même l'intervention des opinions publiques qui a fait qu'il y a un nouveau droit qui fait des associations, même Amnesty ou autres, qui ont réussi, y compris par les... Comment s'appelle le groupe de journalistes là qui va suivre non plus. Et donc... oui, et des journalistes aussi, un réseau de journalistes. Donc, puisque le traité sur le commerce des armes interdit, par exemple, au Yémen ou ailleurs, de vendre des armes ou de bombarder les populations civiles. Et donc, comme on a retrouvé cette douille, maintenant, avec le droit tel qu'il existe, eh bien, la France, ou en tout cas la compagnie qui a fabriqué cette arme, est responsable et peut être jugée. Donc, ça montre l'intérêt de ne rien lâcher sur le droit, sur la génération de droits, ou tout ce qui a été fait par ceux qui ont lutté pour le traité sur le commerce des armes. Malgré ses insuffisances, il y a quand même des choses... oui. Effectivement, on aurait pu parler un peu plus de la Palestine, mais bon, ça va sans se dire que la reconnaissance de l'État de Palestine, on aurait pu attendre que la France se fasse entendre sa voix beaucoup plus. Une information, une bonne nouvelle. En Belgique, le 7 août de cette année, donc le Conseil de sécurité, le Conseil du Parlement belge a dû retirer en extrême urgence le commerce d'armes envoyé en Arabie Saoudite suite à la demande de différentes associations humanitaires, dont Agir pour la paix, etc., la Ligue des droits de l'homme, bien sûr, etc. Donc c'est une bonne nouvelle. En extrême urgence, le ministre a dû retirer l'envoi des armes en Arabie Saoudite. Une autre bonne nouvelle, monsieur, pour la Suisse. La Suisse a dû voter le 27 septembre, je crois, plusieurs référendums, notamment sur le renouvellement des avions de combat, car les avions de combat suisses sont, disent-ils, obsolètes, ou bien ils n'ont une durée de vie que jusqu'en 2030. Donc, normalement, en août, 58% de la population devait être oui pour le renouvellement de ces avions de combat. En fait, il y a eu un suspense terrible. Seuls 50,1% des voix ont fait que, malheureusement, la Suisse va renouveler ses avions de combat. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, parce que 50,1%, ça montre quand même qu'il y a des gens qui sont conscients que les avions de combat ne résoudront pas la souveraineté de la Suisse, comme dit le gouvernement suisse. Oui, allez-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas une question génétique, la guerre. Ce n'est pas une question... c'est pas une volonté divine, c'est pas un phénomène... c'est pas un phénomène surnaturel, c'est pas un phénomène naturel. C'est une erreur humaine qui vient de la plus haute antiquité, quand on disait que si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est une erreur cynique et mensongère. En réalité, le logiciel n'a pas changé et on prépare toujours la prochaine guerre avec cet état d'esprit de si tu veux la paix, prépare la guerre. Résultat, les dépenses militaires, comme vous dites, au niveau mondial approchent de 1000 milliards, sauf que, d'après les calculs d'un économiste, Joseph Stiglitz, il faut multiplier ces chiffres-là par 3. Il a fait le calcul pour la guerre États-Unis-Irak, la première et la deuxième. Et si on généralise, je crois qu'on peut facilement généraliser à l'ensemble du monde, puisqu'il y a très peu de pays qui sont en paix.
à part la Suisse, le Costa Rica, le Vietnam et quelques autres. Puisque nous sommes en guerre, je vous rappelle que nous sommes en guerre. C'est une guerre délocalisée, mais la France est en guerre dans une dizaine de pays. On obtient le chiffre de 5 000 ou 6 000 milliards chaque année. C'est le chiffre, c'est un calcul de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Si on rajoute au coût de la guerre le coût de la destruction de la planète, qui n'est pas une priorité, semble-t-il, puisque c'est la guerre la priorité, on obtient un chiffre de 8 000 à 9 000 milliards chaque année de coût de la guerre. Donc 5 000 milliards en richesse produite par l'homme et 3 000 milliards ou 3 500 milliards en richesse perdue par la nature et produite par la nature. Donc, je crois qu'il faudrait mettre l'accent sur les chiffres astronomiques dont vous disiez exponentiels. Et c'est en même temps une question, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre plutôt l'accent sur ces dépenses astronomiques plutôt que sur le fait d'avoir des armes à fragmentation ou des armes nucléaires ou des avions pour la Suisse ou des baïonnettes ou des machettes ou des ceci ou des cela. Je crois que le levier financier est beaucoup plus pertinent que le levier qu'avait Jean Rostand en 1949, alors qu'il n'y avait que deux puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie, et que sa logique était pertinente puisqu'il voulait empêcher la prolifération nucléaire. La prolifération nucléaire, il a échoué. La prolifération nucléaire a eu lieu. Aujourd'hui, il y a 7 ou 8 pays nucléaires. Donc, aujourd'hui, je propose une autre stratégie de paix, à savoir la stratégie financière, la stratégie budgétaire. C'est en même temps une question. D'accord. Alors, non, là, c'est intéressant votre démarche là, parce que effectivement, alors moi je fais appel un peu à mon expérience professionnelle. J'étais dans une université, une grande université pluridisciplinaire à Rennes, celle qui s'appelle Rennes 1, et j'étais responsable du service de la recherche dans cette université. Donc j'ai fait le constat que les 3/4 des électroniciens dans cette université travaillaient uniquement pour l'armée. Et la suite, on a eu des conventions avec l'armée. Mais si vous prenez les informaticiens, une grande partie travaillent pour l'armée. Aujourd'hui, les mathématiciens travaillent pour l'armée. Le cryptage des données est un élément essentiel qui est travaillé au CELAR, à Bruz, à 10 km de Rennes, le principal centre de recherche électronique de l'armée, où on travaille sur le cryptage des données pour l'envoi des missiles nucléaires M51. Les chimistes qui font de la chimie minérale travaillent sur les coques des sous-marins nucléaires pour que les sous-marins ne soient indétectables au fond des océans. Et donc ça rejoint ce que vous dites sur l'évaluation, parce que quand on dit le budget, les dépenses militaires, ou le budget de la défense, c'est, je sais pas, dans l'ordre des 40 milliards, c'est le deuxième budget de la France après l'éducation. Les salaires, je prends une université, hein, le salaire de tous les chercheurs qui travaillent en chimie, en électronique, en informatique, en mathématiques, et maintenant c'est même pire, y compris en psychologie parfois, parce qu'on va chercher dans le cerveau des gens comment ils fonctionnent en fonction de la couleur. Voilà, bon. Et bien ça, c'est quoi? C'est compté dans le budget de l'éducation nationale et du budget de l'enseignement supérieur. Et ce n'est pas compté du tout dans le budget. Alors ça, c'est une première perte qui devrait être mise dans le budget de l'éducation nationale. Hein. Et d'autre part, c'est sûrement ce que vous voulez dire, il y a la perte à gagner de tous ces cerveaux qui sont dans l'électronique militaire, et dans l'université au CHU de Rennes, il y a un petit groupe qui travaille sur le cœur, mais la numérisation de tous les signaux cardiaques et sur le cerveau. Mais ils sont 25 ou 30 ou une quarantaine. À l'époque, les étudiants venaient. Je leur disais, mais pourquoi vous faites des recherches sur l'armée? De temps en temps, on discute. Mais les gars me disaient, monsieur, mais vous avez bien vu, ça passe par chez vous. Toutes les bourses de recherche que l'on a, c'est pour le secteur militaire. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quand même extraordinaire. On fait des missiles M51. Ah, d'accord, là on
voilà, qui coûte à raison de 7 milliards par an, ce qui fait en gros, si on multiplie par 10, 70 milliards, 150 milliards, 100 milliards sur 15 ans. Mais pendant ce temps-là, dans les hôpitaux, dans la même université, les scanners, à qui on les achète? À Siemens. Les microscopes électroniques au Japon ou à General Electric. Parce que pendant le même temps, on a bradé, on a fait le militaire, y compris en Bretagne, on a fait l'électronique militaire, et le CNET de Lannion, etc., a été cédé à des sociétés américaines. Ce qui veut dire qu'au nom de notre sécurité, on a augmenté le budget pour l'électronique militaire pour faire des missiles, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve, on importe du matériel médical d'autres pays. Notre pays est indépendant et tout ça au nom de l'indépendance et de la sécurité de la France. Donc vous voyez un peu, votre question est vraiment intéressante parce qu'elle montre, on nous vend la sécurité, l'indépendance alors qu'on l'a bradé. Alors maintenant, cherchez l'erreur, au milieu il y a quand même quelque chose qui s'appelle le lobby militaro-industriel. Mais effectivement, en venant à cette réunion ici au Salon Zen, j'ai regardé justement, il y a des économistes, il y a les pays comme la Finlande qui ont comme indice non pas le PIB, mais je ne sais plus si c'est le BIB, l'indice du bonheur individuel. Et je pense que votre question, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire que la perte pour les sociétés que constitue, mais ce n'est pas pendant un an, hein, ce dont je vous parle, j'ai vu ça toute une carrière. C'est-à-dire 200 à 300 chercheurs qui travaillent plus pour l'armée que pour résoudre les problèmes de la société. Et on ne mesure pas à quel point, c'est pour ça que je dis maintenant, c'est un complexe scientifico-politico-militaro-industriel. C'est embêtant parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour avoir... Oui, Jean. Si tu voulais pas des interventions, le mieux... J'ai le droit. Le mieux, c'était de ne pas dire des choses intéressantes. Non, je voudrais prolonger un peu ce que disait le monsieur tout à l'heure sur les conséquences des guerres, parce que on en parle peu, effectivement. Il y a tout ce que l'on dépense pour préparer les guerres, mais il y a toutes les conséquences. Bon, il y a eu sur Arte récemment tout un très beau reportage sur l'agent Orange, qui non seulement a dévasté une grande partie du Vietnam, mais aussi a dévasté la Colombie, des régions entières des États-Unis, etc., et en Afrique. Mais il y a toute une partie, je crois, qu'il faut qu'on aborde, parce que c'est un débat qui est de plus en plus pour nous tous en France et dans le monde, c'est la question du climat et de la détérioration de tout ce qui... Enfin, des climats. On ne parle jamais dans les questions de pollution, dans l'accord de Paris, par exemple, on ne parle absolument pas des pollutions militaires. Il y a un certain nombre de groupes qui, par exemple, ont établi que 70% de la pollution aérienne, donc liée aux avions, 70% vient d'avions militaires. Donc on voit évidemment tous les avions civils, il y en a beaucoup, moins en ce moment certes, mais quand même, ils représentent une minorité dans la pollution du monde. Et on pourrait ajouter toutes les pollutions de tous les véhicules divers, etc. Je crois que c'est important de lier effectivement la pollution dans tous ses aspects. On ne va pas rentrer dans tous les détails, là, ce n'est pas notre objet aujourd'hui, mais c'est important de lier et de dire qu'on parle de la pollution, et à juste titre industrielle ou des foyers comme les nôtres, mais finalement, il semble que ce soit qu'une partie sans doute importante, mais de ça. Et donc le mouvement de la paix a fait un petit
une petite brochure qui lie justement paix et climat, qui donne un certain nombre d'éléments, dont ceux que je viens de donner, mais qui surtout pose beaucoup de questions et qui appelle à ce que sur l'ensemble de ces questions, des travaux puissent exister pour montrer dans le détail toutes les conséquences néfastes des activités militaires. Merci. Merci. Donc je crois qu'on doit libérer la salle. Donc je me permets quand même juste une petite conclusion. Merci. Merci de nous avoir invités. Donc le chapeau global était le bonheur conduit-il à la paix. Je pense qu'on a montré que le bonheur et le bien-être sont à la fois des éléments conduisant la paix, nous permettant, enfin, motivant notre activité et aussi des objectifs, je dirais bonheur et bien-être, des objectifs pour l'humanité. Et que la paix est effectivement un projet politique au bon sens du terme, à mondialiser, en partant à la fois de l'individu et du local pour arriver à des problématiques qui sont nationales et internationales. Et donc, c'est le titre de ce qu'on met dans le livre blanc. Pour l'avenir de l'humanité, il n'y a d'autre chemin que la paix, que vous pouvez vous procurer tout à l'heure à la librairie Le Divan, qui est juste à la sortie. Et si jamais vous voulez qu'on vous mette un petit mot, eh bien, ce sera avec plaisir et continuer la discussion en tout cas. Voilà. Et donc, le mouvement de la paix, vous avez les références, si vous avez écrire sur Internet, c'est mvtpax.org, mvtpax.org, ou pour les collectifs, c'est collectifpaix.org. Merci. Qui c'est qui a installé ça? C'était pas bien autorisé ça, hein? Non? Je sais pas, j'avais pas demandé. Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout.